agrégé de sciences politiques, conseiller technique au cabinet de M. le ministre des Relations extérieures du Cameroun. L'intervenant principal sera M. le professeur Jean-Didier Boukoungou, de l'Université catholique d'Afrique centrale. Il aura pour thème dividende de la gouvernance démocratique et du respect des droits de l'homme. Que j'ai donné sont encore sur le site de la africaine, etc., par les dirigeants de la région. Je ne vais pas reprendre les citations, ce n'est pas nécessaire, nous les connaissons tous, en matière de démocratie et de protection des droits de l'homme. Donc, au regard des États, et qui sont inscrits dans les constitutions. Donc voilà ce qui est promis. Il est également promis l'organisation des élections libres et transparentes qui doivent conduire à une accession apaisée au pouvoir de ceux qui gagneraient ces élections. Donc ce sont des promesses simples à comprendre. Ce sont des normes simples à comprendre. On peut aujourd'hui alors regarder 30 ans plus tard, qu'est-ce que les ont exactement obtenu. Et je me suis donc appuyé sur les documents que j'ai évoqués tout à l'heure, les rapports qui sont publics. Si nous prenons les 5 derniers rapports de Freedom, je n'ai pas de valeur sur ces institutions. Nous le savons tous que nous sommes dans une guerre informationnelle. Ce que nous disait tel média hier, qui nous paraissait une évidence, aujourd'hui on comprend pas nécessairement une évidence. Tous ceux de notre génération se lèvent le matin pour écouter RFI, pour parler des conflits. Ou telle chaîne internationale, aujourd'hui, lorsqu'on écoute, on a parfois quelques réserves. Donc, je n'ai pas de jugement de valeur sur ces institutions, mais je prends ce qui est publié et ce qui est connu. Si nous prenons Freedom House, presque tous les États qui couvrent le territoire du centre sont classés parmi les derniers. Sinon, la plupart se sont considérés comme des régimes autoritaires. C'est un classement qui est public, avec des indicateurs, avec une méthodologie qui est connue. Si nous prenons le classement et les études faites par Afrobaromètre, la dernière étude, elle date de 2022. Elle montre que près de 80% des jeunes n'attendent plus rien des élections et de leurs dirigeants, ce qui est désespérant pour les pays d'Afrique centrale. Alors cela varie d'un pays à l'autre. On est à 60, d'autres à 75, d'autres vraiment plus haut. Il y a, du côté de la jeunesse, une forme de désenchantement, de désillusion. Notamment, l'étude a insisté sur la question de l'emploi, puisque le droit au travail est inscrit dans la plupart des textes et des constitutions. Donc, pour les jeunes, la démocratie n'a apporté absolument rien en matière d'emploi. Au contraire, le chômage est croissant. Et l'étude d'Afribaromètre le dit clairement, avec une démonstration qui est simple et claire. Si je prends le rapport de IDEA, qui a d'ailleurs tenu en 2017 à Cotonou un panel de haut niveau sur la question des dividendes de la démocratie, c'est publié sur Internet, on peut consulter le rapport de IDEA sur les dividendes de la démocratie, le panel de 2017. La dernière étude de l'IDEA montre clairement que les processus démocratiques menés en Afrique centrale n'ont pas répondu aux attentes des populations en matière des droits économiques, sociaux et culturels, de logement, d'emploi, de transport, etc. Et que l'étude démontre qu'il y a une corrélation entre les pays qui ont organisé des élections plus ou moins bonnes et le niveau de satisfaction de ces droits économiques et sociaux. Ça veut dire qu'il y a un lien
entre la bonne gouvernance démocratique et la réalisation effective des droits de l'homme, notamment les droits économiques et sociaux. Et que les pays où il y a des doutes sérieux sur la transparence des élections, sur les contestations électorales, ces pays ont les résultats les plus faibles en matière d'éducation, de santé, etc. Donc la corrélation, il y a établi une corrélation entre la mauvaise gouvernance et les faibles performances en matière de réalisation des droits économiques et sociaux. Si je prends le rapport de Transparency International, nous connaissons tous ce rapport, ça fait l'objet des choux gras à chaque fois dans les médias. Les pays de la sous-région sont parmi les pays les moins bien lotis en matière de corruption. Or, la corruption est considérée comme le cancer du développement. La corruption nuit au développement et la corruption érode toutes les initiatives qui sont menées en matière de développement. Et par conséquent, en matière de satisfaction des droits fondamentaux des citoyens. Et donc, là aussi, il y a une corrélation entre le niveau de corruption des États et les faibles performances en matière de réalisation des droits de l'homme. Évidemment, lorsque le rapport est publié, chaque gouvernement essaie de relativiser sa position et indique que les données qui sont présentées sont plus ou moins fondées, ne correspondent pas toujours à la réalité des avancées constatées par le gouvernement lui-même dans le pays. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ces discussions. Il n'y a qu'à suivre les débats des médias à l'issue de chaque publication. Bref, je ne voudrais pas citer tous les rapports, je l'ai indiqué, mais si nous prenons ces rapports, nous voyons très bien que les faibles performances en matière de gouvernance démocratique expliquent, pas totalement, parce qu'il n'y a pas que ça, mais expliquent largement les faibles performances constatées dans le cadre de l'examen périodique universel. Alors, il n'y a qu'à lire les observations qui sont faites par le Conseil. Il n'y a qu'à lire les rapports qui sont faits par les rapports alternatifs par les ONG, y compris les rapports même des gouvernements qui assument certaines faiblesses, etc. Donc, sur ce point, je peux aujourd'hui, au vu de ces analyses, de ma propre expérience, des travaux scientifiques que j'ai dirigés, tirer une première conclusion, c'est que les dividendes de la gouvernance démocratique et des mécanismes des droits de l'homme sont faibles en Afrique centrale. Alors, la question que nous devons nous poser est celle, par conséquent, de savoir pourquoi et comment améliorer ces performances. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer, de décrier et d'accabler ceux qui ont parfois, dans des contraintes lourdement difficiles, de conduire des politiques publiques visant à satisfaire les besoins des populations, les performances escomptées. Donc on peut le comprendre. Mais en même temps, je dirais, c'est aussi une question de choix. C'est une question de choix. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Si on veut satisfaire pleinement le droit à la santé, il faudra consacrer tout le budget de l'État à la santé. Et même là, ce sera insuffisant pour une année. Si on veut satisfaire tout le droit à l'éducation pour construire les universités, les lycées, les collèges, etc., au regard de la démographie de notre jeunesse, qui était un atout, mais là aussi, on ne pourra pas tout faire, parce que le budget d'un État sera insuffisant pour répondre à cette démographie galopante, mais qui constitue en même temps une dividende. 15, un ouvrage intitulé « L'émergence de l'Afrique », en analysant les discours qui ont été faits, les trajectoires qui ont été définies. Je dirais qu'aujourd'hui, je livrerai des conclusions un peu
moins optimiste que celle que j'ai formulée en 2015. Parce qu'entre-temps, il y a eu des crises, etc., la Covid, la guerre en Ukraine, etc. Donc, je pense qu'on peut comprendre que les trajectoires ne soient pas toujours ce qui avait été prévu par les gouvernements respectifs. C'est quand ce ne sont pas des promesses en l'air, ce sont des engagements sérieux. Et lorsqu'on est sérieux et qu'on a donné sa parole, on doit faire tout ce qui est possible pour la respecter. Ce ne sont pas les autres qui vont le faire à notre place. Donc sur ce terrain, lorsque nous prenons toutes les conventions, qu'elles soient celles des Nations Unies ou de l'Union africaine, qui ont été signées et ratifiées par les États d'Afrique centrale que couvre notre centre, il est clair que les performances sont faibles. De la torture, et tous ces éléments-là, ce sont des choix que nous faisons. Lorsque nous affectons des moyens budgétaires à l'événementiel, au paraître, et que nous négligeons l'humanisation des conditions carcérales, c'est un choix que nous faisons. C'est un choix. Et donc ce choix-là a des conséquences sur les performances. Donc pour moi, c'est d'abord une question de choix, la mise en œuvre des engagements juridiques pris sur le plan international, mais également sur le plan conventionnel. La deuxième réponse que je peux faire, donc il y a le choix, mais j'insisterai sur quelque chose d'assez particulier. Ce sont la prévention des risques auxquels, et là je termine sur l'avenir, la prévention des risques auxquels on s'expose désormais. Puisque j'ai dit que les performances sont faibles, c'est discutable. Certains diront le verre est à moitié plein, d'autres diront verre à moitié plein. Je n'ai pas un parti politique, donc vous ne lirez pas le programme de mon parti politique. Je suis universitaire et vous vous contenterez de mes publications. Il y a deux risques. Je devrais terminer par là. Le premier risque, c'est l'extrême pauvreté couplée aux discriminations multiformes. Si la démocratie, les processus de démocratisation, les élections, comme je l'ai indiqué, ont donné des résultats faibles en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui, le corpus que je viens d'indiquer, constitutionnel, le pacte social, est désormais menacé par l'extrême pauvreté et les discriminations multiformes. Et parmi les discriminations, j'insisterai sur les discriminations tribales en Afrique centrale. Parce que souvent on se voile la face, le tribalisme est une gangrène. Ce n'est pas l'exclusivité de l'Afrique centrale. Mais normalement, c'est une gangrène. Donc, le risque de l'extrême pauvreté couplé aux discriminations multiformes. Le deuxième risque que je voudrais mentionner, c'est le risque de l'ultra-numérisation et de l'intelligence artificielle. Les élections à venir, elles ont des risques, pas simplement à cause des agitations politiques, etc., mais à cause des manipulations numériques, des fake news. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, nous aurons des affiches de campagne avec des photos où vous verrez tel candidat dans la résidence d'un tel, on vous dira non, 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 ils sont amis, faites attention, c'est un faux candidat parce qu'on l'a vu manger chez un tel. Et les fake news, toute la désinformation avec l'intelligence artificielle, des images montées, constituent un risque. Or, nous sommes dans des sociétés où aujourd'hui la jeunesse vit et dort avec les téléphones. Pendant que les responsables politiques dorment, les jeunes jusqu'à 2 heures du matin sont à l'affût des informations. Il suffit d'une image lancée à 2 heures du matin pour avoir demain des jeunes dans la rue. C'est donc un risque important auquel les gouvernements devraient
prêter attention. Nous avons dans la région 2025 ou à 2026 des élections qui sont fiévreusement attendues, des alternances qui sont souhaitées, voire revendiquées avec véhémence. Je formule pour terminer, Monsieur le Président, l'espoir que ce qui a été fait entre 1990 et 2023 sera le contraire de ce qui sera fait entre 2023 et les 3 prochaines décennies. Je vous remercie pour votre attention. N'a pas de parti politique, mais on sent bien qu'il est un passionné de la démocratie. Donc, il en parle avec véhémence, parce qu'il n'y a manifestement pas eu beaucoup de dividendes. Et il sort avec un espoir après avoir indiqué quelques pistes d'amélioration. Alors, avant de passer la parole à celui ou celle qui voudra bien la prendre, je voudrais me permettre un commentaire, chers collègues, mais ce sera juste un commentaire, parce que ce sera un débat de campus. Peut-être que la démocratie est tellement chargée de promesses qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Peut-être qu'il faudrait envisager la démocratie simplement comme un bon régime auquel on a adhéré et que nous mettons en place avec nos moyens, comme quoi chaque pays a la démocratie qu'il mérite. Parce que si on charge autant la démocratie de promesses, ce n'est pas, c'est d'ailleurs la théorie qui dit ça. La démocratie est le meilleur régime parce que ça donne conséquences économiques, socio-culturelles, ainsi de suite. On a tellement attendu dans la démocratie qu'on ne peut qu'être dessus aujourd'hui. Et pourtant, il y a manifestement des dividendes à des niveaux différents. Donc voilà un commentaire que je voulais faire, mais mon commentaire ne compte que pour ce qu'il est. Alors, dans la salle, nous avons des éminentes personnalités qui travaillent au quotidien sur la question et qui certainement brûlent d'impatience de vous entendre. La parole à qui veut la prendre. Sauf si c'était tellement clair qu'il n'y a plus de questions. Questions, commentaires, réactions. Oui, mon collègue fait bien de rappeler, nous avons tous des cours tout à l'heure. Non pas que nous voulons résumer la séance, mais s'il n'y a pas de questions, c'est nous qui serions contents. Mais peut-être il y a les expériences locales. Voilà, monsieur. Je suis le représentant de la République centrafricaine. When we look at democracy, human rights, and elections in particular, the possibility of a coup d'etat is better than our present dispensation. But what I notice is that, be it the National Human Rights Commissions or the UN, none of them complain when these human rights are violated, when elections are rigged. All of a sudden, somebody comes, claims he's a benevolent dictator, and does what he does that we don't support, and then we start complaining. So also, there is a link between the civilian coup d'etat, when you extend the mandate of the president unconstitutionally, or you try to frustrate elections, and a military coup d'etat. Civil society and national human rights organizations and the UN must work hand in hand in Central Africa. Because if we don't do that, we will only sit here and I thought my voice was sorry. Who sing hallelujah when these elections are rigged are the same people who support the guy who does a coup d'etat. So the question I'm asking, who are those who endorse this 99.99% by our leaders, and the same morning everybody is rushing to the house of the new president? We need to be in a way that, I'm not saying that we must always criticize the state, but if we love this, our sub-region, not necessarily loving the president, the person who is in power, because what I notice is that we don't love our countries, we love those who are leading us. And there should be love for country, and not necessarily love for a leader. If we spend time loving the leader and not loving the country, then we accept wrong things.
And tomorrow, we would have I'm sure if you do an opinion poll in this Central African region, I think 90% might not be annoyed if there's a coup d'etat. Ask yourself this question. All of a sudden, human rights organizations, even civil society, who talk about rule of law, respect for democracy, but they are okay to have a coup d'etat because they realize that there is no way you can defeat an incumbent in an election where they appoint the head of the National Human Rights Commission, they fund them, they appoint the head of the Electoral Commission, they fund them, and at the end of the day, to me, it's like wasting taxpayers' money. To conduct these elections, the money could be used to create jobs for young people. So we need to have a change of mindset, otherwise, we'll be just going round and round. Thank you. Vous voyez sur le terrain où nous devrions ensemble penser aux dividendes. Quand on parle de dividendes, c'est qu'on a semé et on doit récolter. Il faudrait aussi qu'on sache. Quand on parle de dividendes, c'est parce qu'on a semé. Et si on a semé, on doit récolter. Et il faudrait ainsi qu'on cherche à savoir la contribution de chacun d'entre nous, chaque individu dans la société, pour que la moisson soit bonne. Vous avez proposé quelques solutions, mais aujourd'hui, nous constatons que si nous voulons avoir un peu plus de dividendes, on peut aussi tirer des expériences des autres. Comment les autres ont pu faire pour avoir plus de dividendes? Aujourd'hui, dans certains pays, si vous allez vers les populations, vous pouvez même être ami à quelqu'un. C'est difficile de rentrer dans sa mentalité et de lui dire le choix qu'il doit faire. Par exemple, s'il y a des élections, vous ne pouvez pas lui dire il faut voter pour tel ou il faut faire ça, parce qu'il a la conscience, il est convaincu de ce qu'il doit faire. Et en Afrique, nous avons de très sérieux problèmes. Je ne parle pas de la sous-région. D'abord, l'État qui doit former la population pour changer des valeurs, des comportements, avoir des requis, parfois utilise des méthodes pour ne pas permettre le progrès, l'avancée des populations, les maintenir dans une situation d'ignorance en utilisant les médias. C'est-à-dire que les médias qui doivent former les populations pour faire des changements, les mêmes outils sont utilisés par certains États pour manipuler. Deuxième, la société civile. C'est elle qui doit normalement contribuer à former aussi les populations pour renforcer l'enracinement démocratique. Mais parfois, certaines sociétés civiles travaillent à contre-courant de ces principes fondamentaux. La dernière chose, c'est que l'information et la désinformation, si cela continue comme ça, on ne peut pas avoir des sociétés où les gens librement peuvent contribuer à engranger des dividendes. Et je pense que vous êtes formateur. Je pense que c'est au niveau des populations qu'il faut continuer de travailler, de les former. C'est quand on est suffisamment éduqué, la manipulation passe difficilement. Et c'est ce secteur de l'information qui est complètement préoccupant maintenant. Merci. Interrogations qui sont données. Alors, pour moi, les changements climatiques, c'est un risque systémique et global. Ça impacte toutes nos sociétés. Et donc, les changements climatiques auront nécessairement des conséquences sur la gouvernance démocratique et les droits de l'homme. Lorsque se poseront peut-être des questions de migration interne, de déplacement forcé des populations, même à l'intérieur d'un pays. On voit aujourd'hui, dans certains pays, avec les inondations, demain, on parlera de l'élévation du niveau de la mer, notamment avec, nous sommes dans une région où il y a des côtes, une bonne partie de la population qui vit très proche des côtes. Et il faudra gérer toutes ces questions. Il y aura forcément des répercussions sur le plan économique et social. Donc, les changements climatiques, c'est un risque systémique et global. Et donc, ça aura conséquences. Alors, mais évidemment, lorsqu'on fait une projection, il faudra voir
comment, dans la planification des politiques publiques, commencer déjà à intégrer les changements climatiques comme une donnée essentielle pour avoir des politiques à moyen et long terme qui doivent faire face à ces éléments. Alors, maintenant, lorsque nous regardons les contributions déterminées des pays de notre région, les rapports qui sont faits dans le cadre de l'accord de Paris, nous sommes encore loin d'avoir non seulement le capital humain nécessaire pour pouvoir mener des réflexions approfondies sur ça, mais les technologies nécessaires pour y faire face. Espérons que dans le cas du financement climatique, nos États pourront bénéficier des moyens pour pouvoir résolument se mettre au travail. Mais c'est une question d'aujourd'hui, ce n'est pas une question de demain, parce que ce sont des transitions qui doivent s'opérer sur 30, 40, 50 ans. Mais il faut qu'on commence maintenant. Et j'ai un souci particulier pour notre alimentation. C'est pour ça, j'ai fait une publication sur la patrimonialisation alimentaire, et là-dedans, je dis qu'on doit faire très attention. Aujourd'hui, on est en train de nous orienter vers la culture du ricin, de l'huile de palme, pour les énergies renouvelables, pour s'occuper des moteurs que nous n'aurons pas demain. La vraie question pour nous, c'est d'abord de planter ce que nous pouvons manger. Ça, c'est essentiel. Et si nous avons en Afrique les meilleures terres possibles. Nous avons des millions d'hectares. Mais aujourd'hui, avec le processus d'accaparement des terres, on est en train de donner nos terres pour faire des plantations qui nous rapportent. Donc là, il y a un problème qui va se poser. Parce que la nourriture, et on le dit, la bataille de demain, les guerres de demain, c'est autour de la nourriture et de l'eau. Autour de la nourriture et de l'eau. Parce que les changements climatiques vont impacter sur l'eau, vont impacter la nourriture. Donc, si nous voulons construire des États résilients, c'est maintenant qu'il faut s'y attaquer. Ce n'est pas que lorsque les crises viendront qu'on commencera à faire des plans d'urgence. Non, il faut commencer dès maintenant. Donc je pense que c'est une préoccupation importante. Alors, je pense que notre ami, je m'associerai plutôt à ces observations en ce qui concerne notamment les coups d'État, toutes ces questions. Vous avez vu que pendant toute ma présentation, je n'ai pas prononcé le mot coup d'État. Mais lorsque j'ai renvoyé à la Deutsche Welle, j'ai fait une interview à la Deutsche Welle sur cette question du changement des constitutions, des risques, parce que souvent lorsque le coup d'État arrive, on voit des déclarations, on dit rappel à l'ordre constitutionnel, etc. Mais pour moi, le vrai enjeu, c'est la prévention de ces coups d'État. Ce ne sont pas les déclarations post-coup d'État, c'est la prévention. Et la prévention des coups d'État, c'est simple. C'est ce que je viens de dire, le respect des droits de l'homme. Ça passe par là. Il faut respecter les libertés, il faut éviter les discriminations, donc l'essentiel du corpus. Mais je m'associe pleinement à toutes les observations qu'il a pu faire, et ce serait surabondant de rajouter à ce qui a déjà été bien dit par notre collègue. L'autre question sur, évidemment, nous récoltons, c'est basique, on récolte ce qu'on a sémé. Si vous avez planté, je ne sais pas moi, du manioc, et que vous voulez aller récolter le blé, non. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous avons sémé au cours des 30 dernières années. Donc, évidemment, l'idéal serait de voir quelles sont les bonnes pratiques d'ailleurs, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Nous n'allons pas réinventer l'organisation des élections. Donc, il y a des référentiels, il y a des bonnes pratiques, essayons de nous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il n'y a pas de honte, puisque nous portons les vestes. On les a bien adoptés. Voilà. Bon, mon cher Sangaré est authentique. Donc, nous pouvons adopter. Et je le dis souvent, parce qu'il y a souvent un argument parfois très culturaliste, qui consiste à dire « non, 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 on ne va pas rien nous imposer, nous sommes souverains, etc. » Je rappelle toujours que l'article 2, paragraphe 7 de la Charte, qui interdit l'immixtion dans les affaires intérieures des États, doit être lu
dans la globalité de la charte. Parce que c'est la même charte qui dit par ailleurs à l'article 55 qu'il faut respecter les droits de l'homme. Et c'est la même charte qui dit à l'article 4, paragraphe 1er, que chaque membre des Nations Unies doit assumer ses obligations. Donc vous ne pouvez pas chercher le paravent de la souveraineté et ne pas appliquer les autres articles de la charte. Donc tout ceci doit être lu en cohérence. Donc je crois que ce que vous dites est vrai. Maintenant, les manipulations de l'État, c'est aussi vieux que le monde. Il n'y a qu'à lire Le Prince de Machiavel. Celui qui est au pouvoir, évidemment, il cherche à conserver son pouvoir. C'est de bonne guerre. Vous et moi, si nous étions au pouvoir, je pense que nous aurons les mêmes comportements. Machiavel dit que c'est aussi naturel que ça, la conservation du pouvoir. C'est ça. Il ne faut pas s'imaginer qu'on aura des dirigeants vertueux au point où ils céderaient le pouvoir. Non, il ne faut pas fusionner. Le pouvoir, quand on l'a, on le conserve. Jusqu'au jour où on vous l'arrache. Alors, on souhaite qu'on vous l'arrache par des moyens pacifiques et démocratiques. C'est ça ce qu'on veut. Donc, vous ne verrez pas de dirigeants, il ne faut pas s'illusionner. Nous avons vu des opposants arriver au pouvoir. Je l'ai dit dans l'une de mes interviews sur la Deutsche Welle, où je dis l'opposition n'est pas une marque de vertu. En soi. Il faut regarder ce que fait l'opposition déjà quand elle est opposition. Est-ce qu'elle est démocratique? Est-ce que les élections sont régulièrement organisées au sein des partis politiques? Parce que l'alternance commence déjà au sein de ton parti, avant que tu n'appliques l'alternance au plus grand nombre. Oui. Donc, sur ces questions, je pense que l'État ou le gouvernement n'a pas le monopole de la manipulation, mais je dis évidemment que nous assistons à des choses qui ne sont pas acceptables. Pour la société civile, je dis toujours, parfois on prête à notre société civile émergente des capacités magiques. Dans une présentation que j'ai faite il y a 2 ans, à l'occasion toujours de la Déclaration universelle, je disais qu'on donnait à notre société civile des ambitions herculéennes. Vous voyez, on prend notre société civile à l'image d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule. C'est la société civile qui va régler le problème de la pauvreté, c'est la société civile qui réglera le problème de la torture. Il faut s'interroger, quels sont les moyens de cette société civile? Vous voyez, quels sont les moyens? Si je prends la presse comme société civile, quels sont les moyens économiques que l'on affecte à la presse? Parce que c'est un élément essentiel dans le fonctionnement normal de la démocratie. Donc la presse, elle est faible. Le marché économique est tellement faible qu'elle est obligée de se soumettre au pouvoir de l'argent et aux diverses captations politiques. Donc, si nous voulons que notre société civile soit robuste, qu'elle soit structurée, alors considérons cette société civile comme faisant partie de l'architecture démocratique. Et comme telle, les États devraient, dans leur budget, non pas des subsides donnés en fonction des allégeances, mais devraient, dans leur budget, accompagner la société civile, puisqu'elle agit pour l'intérêt commun. Pourquoi on ne devrait pas prévoir des financements transparents pour des organisations qui sont connues et qui ont un passé et qui ont une expérience de terrain? Il faut les financer. Pourquoi nos ONG, par exemple, sont obligées de quémander des subsides auprès des États étrangers, auprès des organisations étrangères? Et pourtant, c'est nous qui établissons les lois sur ces ONG, sur ces associations. Donc, je ne dis pas que la société civile est, je dirais, vertueuse complètement, qu'il n'y a pas de choses à reprocher, mais je dis aussi, par expérience, j'ai vu des ONG, moi-même j'ai dirigé des tas de projets avec des ONG, mais je vois la faiblesse des moyens qui sont à leur disposition. Et donc les résultats que nous avons sur cette société civile sont le reflet des moyens qui sont mis à sa disposition, d'abord par nos États. Le gouvernement doit comprendre que la société civile n'est pas son ennemi. La société civile est l'une des parties prenantes de l'émergence de l'État. Il n'y aura pas émergence sans une société civile forte et structurée. C'est une illusion. Aucun gouvernement ne va décréter l'émergence s'il n'y a pas, à côté du gouvernement, des contre-pouvoirs
Et parmi ces contre-pouvoirs, il y a la société civile. Où on y croit, on n'y croit pas. Là aussi, je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix qui doit être fait. Enfin, pour la désinformation, je terminerai par là, ça renvoie au risque que moi je perçois de l'ultra-numérisation aujourd'hui. C'est de part et d'autre. Tout le monde est dans la désinformation, même nous. On est dans la... Tout le monde, parce que parfois on fait de la désinformation de façon inconsciente. Oui, il nous arrive de reprendre un article fait par un collègue, et nous reprenons cet article en le donnant aux étudiants en disant « voici, voici ». Et après on découvre que ce collègue a été financé par un cabinet obscur. Vous voyez, sans le savoir, nous devenons nous aussi le véhicule de cette désinformation malheureusement. Mais, disons-le, il faut que les gouvernements de notre région fassent très attention à ce risque de l'ultra-numérisation et l'intelligence artificielle. Parce que ça peut conduire à des violences. Et on voit déjà, regardons la campagne actuelle aux États-Unis, et elle est violente, cette campagne aux États-Unis actuellement. Oui, il y a des craintes, honnêtement, surtout dans certains États, qu'il y ait des débordements. Hier, mon aîné Moubiala parlait des élections en RDC, mais si vous regardez les paroles aux États-Unis dans certains meetings, je dirais qu'en RDC, ils sont gentils. Donc là, il y a des risques. Voilà ce que je peux dire sur ce point. C'est là. Est-ce que c'est ça? Parce que, du temps de nos ancêtres, il y avait une démocratie aussi, hein, où les gens décidaient, dépendant de votre système. Je prends un exemple ici au Cameroun, par exemple, des décisions se prenaient. Si vous prenez à l'ouest, la région de l'ouest, c'est dans le Lakam. Il y avait une démocratie dans le Lakam. Au centre, chez Singane, il y avait aussi une démocratie. Je prends seulement l'exemple du Cameroun, mais ça existe aussi chez nous, dans d'autres pays. Il faut réfléchir à ça parce que vous voyez un pays comme la RDC qui n'a pas 1000 entreprises, mais qui a plus de 1000 partis politiques. C'est pas normal. Il faut commencer par créer les tissus économiques, donc, et avoir au moins 1000 entreprises avant de commencer d'avoir 1000 partis politiques. Je crois qu'on doit, c'est pour la réflexion, je laisse ça à votre... Les universités que vous êtes, vous avez énormément aussi à faire. Je laisse à votre discrétion, si vous souhaitez peut-être prendre 5 minutes de plus. Je vois qu'il y avait quelques délégués qui avaient les mains levées, mais vraiment à votre discrétion de gérer les choses de telle sorte que voilà, chaque partie puisse être satisfaite de la session. Le directeur me renvoie la balle. Beaucoup de débats autour de la question et on s'est même dit qu'il faut commencer par parler de la gouvernance ou de la démocratie interne avant de parler de la gouvernance ou de la démocratie externe. C'est-à-dire regarder à l'intérieur de nous, est-ce que nous sommes des modèles? Alors, si chacun devrait se poser tout le temps la question, est-ce que moi je suis un modèle pour les autres? On arrivera soi-même à s'arrêter et à ne plus donner de leçons aux autres. Mais moi, la question ou la préoccupation que je voulais, parce que je me souviens qu'il y a un homme politique africain qui disait qu'il a pris l'exemple des États-Unis, l'exemple de la France pour dire, pour que ce pays devienne démocratique, il faut commencer à regarder où est-ce qu'ils ont commencé. Avec l'époque des empires de Napoléon, est-ce que c'était ça la démocratie? Les Américains qui ont chassé les autochtones, est-ce que c'est ça aussi la démocratie? Donc c'est un peu dire, est-ce que le système est adapté chez nous? Est-ce que nous ne sommes pas comme si on est obligé de suivre un système qui n'est pas vraiment adapté à nos réalités? Donc c'est un peu ça. Merci. Ce n'est pas une question que je vais poser. D'abord, je m'appelle André Maziambo, je suis de l'Université de Kinshasa. Mais je reviens sur une chose qu'il a dite que je trouve importante, sur laquelle je dois insister. Le problème, à mon sens, ce n'est pas qu'on discute de la nature, du type de démocratie qu'il nous faut, tout ça. On peut en discuter.
Mais pour l'instant, c'est un problème de choix, comme il a dit. Le grand problème. Les États ont pris des engagements. C'est vrai qu'on ne peut pas tout réaliser. Par exemple, pour ce qui est des droits civils, économiques, sociaux et culturels, c'est programmatique, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'entretemps? Je vais être très concret. Je reviens à mon pays. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé chez moi, par exemple. Le plus grand problème que nous avons, c'est la corruption. Chaque année, il est dit qu'il y a 15 milliards, c'est pas plus, de dollars qui disparaissent. Donc, l'argent qui devait revenir à l'État, mais qui n'arrive pas dans les comptes du Trésor. Donc, l'argent de tournée qui va dans tous les sens, c'est au-delà du budget. Alors, comment vous voulez, dans ce cas-là, qu'on puisse répondre aux promesses dont a parlé le professeur et que la jeunesse se sente impliquée dans ces choses? Je comprends que les gens soient démotivés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des messieurs qui sont au pouvoir, qui ont dans leur poche 100 km de route, n'est-ce pas, 10 hôpitaux. Donc, vous prenez l'équivalent de 10 hôpitaux, vous mettez dans vos poches, de 100 km, de 20 km, de 200 km, vous mettez dans vos poches, et vous êtes impunis. Et puis après, on va poser le problème de la nature, de type démocratie. Non, c'est un problème c'est la corruption, c'est d'abord un problème de choix. Si on veut sortir de ça, il faut que les États des choix. D'abord, la société civile, on doit choisir des personnes sérieuses, et là, le tribalisme, le régionalisme, toutes ces choses-là doivent être combattues pour que les gens sachent qui choisir. Comme l'a dit là-bas, les partis de l'opposition ne sont pas toujours les anges. Et si les partis ne sont pas démocratiques eux-mêmes, il ne faut pas accepter que leurs leaders viennent au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça qu'il faut... Moi, je ne partage pas, parce que depuis un temps, par exemple, le journaliste très connu, Alain Foucault, vous le suivez souvent dans ses chroniques, qui remet en doute tout ça. Il a comptabilisé les sommes qui vont dans l'organisation des élections, disant que tout ça, ça devrait servir à construire. Par exemple, chez nous, il a dit que ça ferait... Chez nous, ça approche le milliard, l'organisation d'une élection. Nous sommes un grand pays. Et ça peut construire 50 hôpitaux, ça peut construire... Je suis d'accord avec lui. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils prennent 10 fois plus que ça. Ça peut construire 10 fois plus ce qu'il dit. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de la nature, la démocratie, de la forme actuelle de la démocratie. Parce que j'ai lu beaucoup, moi je ne suis pas anthropologue, sociologue, nous sommes ni politologues, mais j'ai lu certains politologues qui nous font voir que même le système que les Européens ont, c'est parti d'Afrique. Alors, qui a imité qui? Alors, moi je pense que c'est un problème de choix. Les États, comme a dit le professeur là, savoir ce qu'on veut, respecter ses engagements et combattre la corruption pour que l'argent que les gens se mettent dans les poches, qu'ils mettent aujourd'hui, chez moi on a déjà construit des choses énormes, des privés. Mais vous demandez d'où vient, quand vous regardez les immeubles qui sont construits à Kinshasa aujourd'hui, tous ceux qui construisent sont des politiques, ou sont attachés à la politique. Mais c'est pour leur bien, c'est pour l'intérêt personnel. Mais ça peut donner l'emploi, ça peut donner la santé, ça peut construire les routes, ça peut promouvoir l'agriculture et tout ça. Donc pour moi, c'est d'abord un problème à ce niveau-là. Quel choix nous avons d'abord des politiciens et qu'est-ce que les politiciens ont comme choix? Donc, et le grand problème, comme va dire le professeur, c'est le cancer. Le grand cancer, c'est la corruption, ça mine tout. Et il l'a dit, là où on a bien géré, là où la démocratie, là où les élections étaient bien organisées, il y a eu beaucoup, là il n'y a pas beaucoup de gouvernements, de contestations, il y a eu quelques dividendes. Mais là où ça a été mal fait, il n'y a pas de dividendes du tout. Donc si on gère bien, les dividendes seront plus grandes. On n'arrivera pas à satisfaire tout à la fois, c'est vrai, mais ce qu'il a dit se vérifiera que les États d'Afrique centrale, la situation d'entre aujourd'hui et les 30 ans qui viennent sera différente de la situation d'entre aujourd'hui
et les 30 ans qui ont précédé. Merci beaucoup. Cette intervention du professeur Bukungu, je voudrais m'inscrire justement dans ce que le modérateur lançait aussi tout à l'heure. Est-ce que les dividendes que l'on attend ou que l'on attendait pour la démocratie n'ont pas été trop estimés? Est-ce que véritablement on n'a pas trop mis de l'attente sur une démocratie qui ne correspond pas à notre contextualisation? C'est ma première interrogation. Et je voudrais m'arrêter sur les questions des risques. Je pense que nous sommes véritablement interpellés sur ces risques que vous avez présentés. Et je me pose une question. Dans nos pays d'Afrique centrale, quels sont les plus riches? Nous allons constater que ce sont les hommes politiques et non les hommes d'affaires. Ça nous pose déjà une grosse question. Et je crois que peut-être que vous pourriez orienter aussi d'autres recherches sur des pistes de solutions par rapport aux risques que vous présentez, qui sont effectivement obstacles à une véritable démocratie et à une véritable implémentation pour les droits de l'homme. La question du tribalisme, mais regardons dans notre sous-région cette même dynamique du tribalisme que nous avons dans nos pays, nous avons cette même dynamique dans notre mentalité nationaliste. Celui qui n'est pas de mon village n'est pas mon frère, celui qui n'est pas de mon pays n'est pas mon frère. Et comment est-ce qu'on peut créer une synergie pour promouvoir un meilleur vivre ensemble? Car il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droits de l'homme sans la promotion d'un meilleur vivre ensemble. Donc je voudrais pouvoir inviter le centre à regarder comment est-ce que promouvoir tout un programme de sensibilisation sur ces orientations, en prenant en compte par exemple ce que nous dit le préambule aussi de l'UNESCO. C'est dans l'esprit des hommes que l'on doit élever les défenses de la paix. Et je crois que c'est en cela qu'on trouvera aussi des solutions. Merci. Merci. Je voudrais m'excuser auprès de ceux qui n'auront pas la parole. Ce n'est pas une censure, alors que nous sommes en démocratie. C'est juste parce que nous devons gérer un timing qui est très... Je ne sais pas ce bon. Est-ce que vous tombez sur la terre ferme ou dans le vide? Ça, l'avenir nous dira. Évidemment, je partage ce que vous dites. Alors, je ne connais pas la fortune des hommes politiques parce que je ne les fréquente pas beaucoup. Mais si ce que vous alléguez est vrai, ce serait dommage. Parce qu'ils sont élus pour servir et non pour se servir. Comment régler ça? Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés dans ce domaine. Je pense que notre problème aussi, et ça peut-être que je ferai une exhortation, j'en profite puisque monsieur le directeur est là. J'ai vu dans le projet de déclaration qu'on ne parle pas suffisamment des universités comme acteurs de l'économie du savoir. Et je souhaiterais que les universités puissent avoir un petit paragraphe spécifique parce que nous nous engageons maintenant dans la guerre informationnelle, dans la compétition du savoir. Et donc, que ce soit en matière des droits de l'homme, en matière de démocratie, il est temps que nos universités puissent produire des savoirs qui vont permettre au gouvernement de mener des politiques publiques fondées sur des données réelles. Et si le Haut Commissariat, au-delà des bourses données aux stagiaires, aux étudiants, peut également solliciter des contributions volontaires pour des bourses de recherche pour les enseignants, ce serait qu'une bonne chose. Et je n'aurai peut-être pas l'occasion de participer au débat au moment de la déclaration, mais voilà le vœu que je formule, le rôle central des universités dans le développement des pays d'Afrique centrale. Et j'insiste, on ne peut que se développer avec les intelligences. Parce que ce sont les intelligences nationales qui doivent être mises au service du développement de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme.
Et ces intelligences, on ne les obtiendra pas par incantation. Il faut appuyer les universités, appuyer les centres de recherche, que le Haut Commissariat renouvelle les appuis sur les pôles d'excellence, par exemple, que l'Organisation internationale de la francophonie a initié il y a quelques années, mais dont les financements sont devenus inexistants. Et c'est sur ce terrain qu'on souhaiterait, parce que, en ce qui concerne l'examen périodique universel, la participation des universités de la région est quasiment marginale sur l'ENEG. Je sais que les ONG sont impliquées, mais nous, chercheurs, vous imaginez bien qu'on souhaiterait bien également faire des contributions en termes de rapports alternatifs. C'était une parenthèse et je profite de la question qui est posée. Et il y a l'ouvrage de mon collègue regretté Père Denis Maugenet, publié ici à Yaoundé au Presse du Lucas, qui parle du mieux vivre ensemble. Je pense que ceux qui resteront quelques jours de plus pourront obtenir cet ouvrage. Il est vendu sur la place de Yaoundé, sur le mieux vivre ensemble. Et je pense qu'il développe beaucoup d'idées, tant sur le plan anthropologique sur ce point-là. En ce qui concerne les problèmes de corruption qui ont été évoqués, évidemment, la corruption, je l'ai dit, c'est le cancer. Il y a la violence symbolique. Lorsque vous avez une élite qui arrive dans un village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il vient avec une Lexus 600. Oui, la violence n'est pas seulement physique, elle est symbolique. Alors qu'avec votre Lexus, vous aurez dû faire 2 fourrages et peut-être acheter une Prado un peu moins chère que la Lexus 600. Vous voyez, ce sont des choix qui sont faits. Parce qu'on a beau critiquer le gouvernement, je dis, mais même nous universitaires, nous faisons des choix également. C'est-à-dire, rien n'empêche que je puisse aider les gens de mon village à construire une école, que je puisse parrainer 2-3 jeunes du village pour continuer les études. C'est parfois le prix d'une bouteille de champagne. Oui, donc il ne suffit pas de critiquer ceux qui sont en haut, il y a des choix que nous faisons. Et ces choix sont historiques. Nous ne sommes pas immortels, donc si j'arrive à amener 2-3 jeunes de mon quartier à obtenir un master, c'est un service que j'ai rendu à leur famille, mais aussi au pays. Oui. Donc là aussi, comme je dis, je ne connais pas la fortune des hommes politiques, je ne sais pas s'ils sont mieux payés dans la société. Moi, je sais qu'ils sont mieux payés que nous, universitaires. Ça, c'est clair. Mais là aussi, il y a des choix à faire. Je pense que je partage votre analyse sur la question des élites qui se promènent avec les hôpitaux dans leurs poches, avec des routes dans les vestes, etc. C'est dommage. Alors, je terminerai par la question posée par le doyen Mobia, là, je disais, puisqu'on parle tous Lingala, Moutamout, que pour la démocratie, moi j'ai sur ma page YouTube une vidéo sur la démocratie. C'est un débat qui a été fait il y a 5-6 ans. J'ai fait un débat sur la démocratie à l'africaine. Si vous regardez ma page YouTube, vous verrez. Je suis parfaitement sensible à cette orientation, à ce qu'on appelle l'indigénisation des normes internationales. Sauf que dans cette indigénisation, dans le sens propre, il ne s'agit pas de l'indigénisation dans... Voilà. Cette indigénisation des normes internationales ne doit pas s'écarter de certaines valeurs universelles. Parce qu'on a des élites, lorsqu'on parle de démocratie à l'africaine, c'est orienté vers le pouvoir, vers les chefferies politiques. Non. Voilà. On peut faire une démocratie contextualisée en regardant nos réalités, mais les valeurs de la Déclaration universelle, objet de notre commémoration, ne doivent pas être écartées sous prétexte que ce sont des valeurs d'ailleurs, ça ne nous concerne pas, nous n'étions pas indépendants en 1948, donc ce sont des choses qui ont été faites sans nous. Non. Je pense que tout le monde chérit la liberté, tout le monde chérit l'égalité, aucun de nous ne voudrait être victime d'une injustice. Et je crois que c'est le thème, monsieur le directeur, de cette année, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons avec vous partagé cette matinée. Je vous remercie. Merci pour l'exploration d'un chemin. C'est un processus. Donc, dans ce cas, nos attentes vont aussi être un peu nuancées, parce qu'il faut avoir atteint la perfection pour que les dividendes soient en état de perfection. Merci, et je voudrais remercier nos collègues pour la disponibilité, pour
la générosité de l'échange. Et vous tous qui nous avez écoutés avec attention et patience, nous cédons la chair à ceux qui vont suivre. Merci.